J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Lucille. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Écoute, merci à toi de m'avoir proposé cette invitation. Et oui, je vais très bien. Merci. Pour commencer, du coup, et qu'on commence le sujet sur l'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je m'obstine? Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Est-ce qu'il faut que je continue? Avant qu'on aborde toutes ces thématiques qui sont, à mon sens, très importantes, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel est ton projet aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie? Oui, je vais tenter d'être concise. Donc moi, c'est Lucille. Je suis copilote de freelance. Le jargon du métier voudrait plutôt que je dise accompagnatrice d'entreprise spécialisée indépendant, mais je trouve ça beaucoup moins sexy sur le papier quand même. Donc moi, je dis copilote de freelance et mon métier, du coup, c'est d'accompagner les gens à structurer et développer leur entreprise. J'interviens du coup à deux grands stades. Le stade de création, avec les premières années, le déploiement d'une entreprise pour qu'elle soit viable, et le stade de développement quand on a déjà testé plein de choses et qu'on veut juste tout refondre pour repartir du bon pied. Voilà, j'interviens à ces deux étapes-là et je suis spécialisée pour les indépendants parce que j'adore les indépendants, qu'il y a des challenges très particuliers et que moi, c'est un peu vraiment ce qui me fait le plus kiffer, quoi. Ok. Et du coup, comment toi, tu t'es réellement lancé? Comment l'entrepreneuriat s'est présenté à toi? Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce que tu es la seule entrepreneur dans ta famille? Comment ça s'est passé ce cheminement? Parce que on n'apprend pas à être entrepreneur et c'est pas forcément la première option que l'on a dans un choix professionnel. Du coup, comment est-ce que ça s'est offert à toi? Ouais, c'est vrai que c'est pas, c'est un choix de travail et comme moi je le compare jamais au salariat par exemple. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais du coup, bah alors moi je dis toujours que je me suis pas lancée, j'ai un peu glissé dans l'entrepreneuriat et juste pour faire le parcours, bah du coup moi j'ai fait des études d'accompagnement d'entreprise, donc j'ai fait un master d'entrepreneuriat avec une spé d'accompagnement. Et en fait, ben, ma dernière année, je l'ai fait en alternance dans un espace de cowork et ça s'est super bien passé. Du coup, à la fin, je me suis associée au cowork, donc j'ai géré la SAS avec mon associé. Et j'ai développé la partie accompagnement pour les freelances dans cet espace de cowork. Et en fait, après, ben, comme enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà été associés, ils comprendront, c'est jamais très facile. Donc du coup, après, bah, finalement, vision différente, je suis partie. Et à ce moment-là, du coup, j'ai continué en Indé à faire les accompagnements puisque c'était mon métier. Et depuis, ça fait maintenant, du coup, 4 ans, parce que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça fait 4 ans, du coup. Ok. Et du coup, tu précisais que tu as été associée, que ça a Mm. été un petit montagne russe. Enfin, c'était jamais réellement juste du fun et que du beau. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, ça a été ta plus grande difficulté ou il y a eu autre chose de ton parcours que tu considérerais comme ta plus grande difficulté qui a dû vraiment, où là, t'as senti vraiment que c'était difficile de remonter la pente? Non, je pense que, enfin, si là, en réfléchissant comme ça, je pense que globalement, c'est ma plus grande difficulté. Ça a duré 4 heures de tout expliquer, mais j'ai eu d'autres, enfin, notamment, j'ai monté aussi un réseau d'entrepreneurs en local après sur Toulon avec du coup une autre personne et ça bon, au final là on a passé le flambeau. C'était plus facile parce que du coup c'était une association donc le réseau était sous forme associative donc ça a été passer le flambeau, ça a été plus logique et beaucoup plus facile, mais ça a été aussi des choses où aujourd'hui je peux te le garantir que s'associer c'est un des plus gros challenges qu'ont les indépendants en fait pour se développer parce que tu as l'opportunité que ça t'offre de s'associer, de faire avec des personnes qui n'ont pas les mêmes compétences, ni même la même vision, mais pas beaucoup de complémentarité avec ce que tu fais. Et en même temps, il y a énormément de challenges et de complexité avec l'humain, parce que l'humain, c'est toujours le plus dur. Oui, c'est vrai que gérer les humains, gérer les émotions et comprendre la perception de chacun, c'est vrai que ça peut être difficile. Et c'est vrai que toi, du coup, dans ton parcours, que ce soit tant par rapport au cowork, par rapport à tes entreprises associées, etc., tu as eu l'occasion d'être en contact avec quand même vachement de monde. Est-ce que tu considérerais, toi, aujourd'hui, que le fait d'être à son compte est fait pour tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir un profil, avoir une personnalité, avoir quelques critères clés à prendre en compte parce que c'est vrai que mine de rien, aujourd'hui, on le dit très souvent, hein, mais le digital, c'est un peu l'opportunité pour chacun d'être libre, de gagner de l'argent, de gérer son temps, etc. Sauf que sur le terrain, alors sur le papier, c'est très très beau. Sur le terrain, on le sait toutes les deux, c'est une autre paire de manches. Est-ce que c'est réellement fait pour tout le monde ou pas? Bah, la réponse est non.
Et elle est pour moi évidente. Et elle l'est d'autant plus que, de par ma formation, déjà, nous, on nous apprend qu'il y a des aptitudes hein, à être entrepreneur. La notion d'aversion au risque, le leadership, etc. Il y a quand même des choses où, euh, disons que c'est des qualités qui vont t'aider au quotidien qui, dans les faits, ne sont pas une obligation, parce qu'il y a plein d'énergies différentes et de façons d'entreprendre différemment, mais qui, dans la volonté de croissance et de développement, sont quand même hyper importantes. Je prends un exemple très simple, mais si tu n'as aucune aversion au risque, ça veut dire qu'en gros, tu ne sais absolument pas prendre de risques. Pour te développer, et à un moment donné, tu vas vite taper ton plafond. Donc voilà, il y a voilà, des choses quand même qui sont pour moi des aptitudes de base. Et après, d'expérience, moi je dis toujours, en tant qu'accompagnant, on n'est personne pour dire à quelqu'un que son projet n'est pas viable ou qu'il va pas y arriver. Par contre, on le sent qu'il y a des gens qui vont plus galérer que d'autres. Voilà. Donc je dirais que non, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui partent avec un savoir-être qui va les aider clairement à mieux entreprendre. Et du coup, le titre, c'est quand même est-ce que je m'obstine? Est-ce que je m'obstine? Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi? Sur quels critères on se base aujourd'hui pour se dire, genre, je m'obstine? Sur quels critères on part du principe qu'on est en train de forcer, etc. C'est hyper intéressant comme question parce qu'il y a plusieurs étapes quand tu te développes. Alors, il n'y a rien qui est parfait dès le départ. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant comme sujet parce que quand tu démarres, il y a la notion de persévérance et il faut persévérer. Enfin, le temps que tu peux avoir un projet de génial, si tu persévères pas, personne ne le saura, donc tu pourras pas te développer. Donc ça, il y a la notion de persévérance. L'obstination, je la verrai en deux choses. Il y en a une qui me paraît essentielle, qui est un peu comme, ça me rappelle quand on était petit, tu vois, des fois on nous disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu es plus grand et tu t'imaginais un peu des métiers, waouh, j'aimerais trop faire ça. Genre par exemple, moi, je voulais être dans tout ce qui est médical, tu vois, j'adorais. Voilà. Sauf qu'en fait, dans les faits, j'ai peur du sang. Voilà, tu vois, c'est bête, mais tant que tu l'as pas confronté, tu le sais pas. Donc, et ben, c'est un peu pareil. Il y a aussi ce truc-là des fois, tu as un peu rêvé ton business et parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à faire en sorte que l'entrepreneuriat digital soit un peu un Eldorado. Donc, tu as un peu rêvé le truc, quoi. Tu t'es dit, ouais, ça va être génial, je vais être libre de mon temps, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, développer les projets que je veux, j'aurai pas de patron au-dessus de moi, tatati tatata. Sauf qu'on sait très bien, bon, toi et moi, on le sait, mais peut-être que ceux qui nous écoutent le savent pas. En fait, dans les faits, ça se passe pas du tout comme ça. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est plus une prison dorée, tu vois, où en gros, tu as un peu quand même. Même si tu le fais avec le cœur, et je pense que ça c'est important, parfois c'est très difficile et tu penses non-stop au travail, etc. Ça fait partie du métier, quoi, hein, clairement. Donc je dirais que si tu te rends compte dans persévérer, c'est déjà si toi tu te rends compte que dans les faits, ça ne te convient pas. Genre au bout d'un moment, tu te lèves tous les matins et c'est pas fait pour toi, ça te met la boule au ventre, tu as beaucoup de stress, tu sais plus faire de choix, tu n'arrives plus à avoir de vision long terme. Enfin, voilà. Donc ça peut être un gros warning, je pense, personnel déjà. Et ça, c'est très important. Un projet n'est rien, d'autant plus quand on est indépendant, si l'humain va pas bien. Mm. Donc c'est pour ça que moi, déjà, ça me paraît très important d'appuyer là-dessus. Et après, je dirais aussi que parfois, il y a des trucs très pragmatiques, et notamment en accompagnement. La première chose qu'on analyse, bon, c'est d'abord l'humain. Et donc, maintenant qu'on a parlé de l'humain, il y a le marché. Et Mhm. donc après, tu peux peut-être aussi t'adresser à un marché qui n'est pas mature. Donc ça peut être sur deux aspects. Il y a la partie offre et demande. Donc sur la partie demande, genre t'as beau avoir ciblé plein, t'as changé plein de fois de cible, etc. Et tu te rends compte que bah, ça parle pas, voilà. Donc ça, il peut y avoir un manque de maturité du marché à ce niveau-là de développement. Et tu peux avoir aussi sur la partie aussi offre, ce que tu proposes ne correspond pas à un besoin. Et donc là, il y a une dissociation entre toi, ce que tu as envie de proposer et ce qui te fait toi vibrer et ce dont les gens ont besoin. Et donc, si là, il n'y a rien, ben, tu t'obstines. J'aime bien cette vision que tu as de l'entrepreneuriat parce qu'elle elle est très similaire à celle que j'ai par rapport à certaines idées que tu mets en avant. Et tu parlais du coup d'Eldorado, un petit peu l'entrepreneuriat, c'est tout beau, tout rose, on va gagner des mille et des cents. Et en fait, j'aime beaucoup l'expression de prison dorée. Et du coup, me vient une question. Est-ce que tu penses que quand on se motive uniquement par l'appât du gain et l'appât de l'argent, on est plus facilement dans le je vais m'obstiner à ce que ça marche parce que j'ai la patte du gain. Je m'explique. Euh, Quand on est à son compte, c'est évident. On travaille énormément. Pour parler de ce que je connais, qui est du coup mes projets, je travaille entre 12 à 15 heures par jour, y compris les week-ends en fonction des certaines phases de l'année. Donc on le sait, pour se développer, il faut se la donner. Et si tu n'es pas réellement passionné par ce que tu fais, pour moi, c'est un peu voué à l'échec en toute honnêteté. Mais du coup, je pars du principe qu'il y a certaines personnes
qui se lancent dans l'entrepreneuriat également pour l'argent. Et on le sait, hein, toutes les deux, il y a beaucoup de gens qui vont lancer une chaîne YouTube pour ça, qui vont se lancer sur Instagram pour ça. Est-ce que, enfin, ce n'est que ton avis, ça n'engage que toi. Euh, Est-ce que tu penses que c'est des projets qui sont plus voués à l'échec parce que c'est des projets qui ne sont pas des projets passion? Ou à l'inverse, est-ce que justement cette volonté de vouloir gagner de l'argent est un moteur pour tous ceux qui veulent développer leur projet? Je pense que tout entrepreneur a besoin de gagner de l'argent. Mais l'argent, c'est une, c'est comme le temps. C'est un truc qu'on possède et on en fait ce qu'on veut. En fait, pour moi, ça doit pas être l'objectif final. Ça doit être quelque chose qui nous aide dans notre quotidien. Donc, un entrepreneur doit gagner de l'argent. L'argent, ça doit pas être tabou. On doit pas avoir peur de gagner de l'argent puisque l'argent nous permet de peut-être atteindre certains objectifs. Après, je pense que si c'est ton objectif final et si vraiment tu as ce type de phrase de j'entreprends pour gagner de l'argent, tu iras jamais loin parce que c'est pas une vision, l'argent. Et qu'en fait, ça n'a pas de finalité. Donc, ça ne veut vraiment rien dire pour moi. Et du coup, oui, même par rapport au cas de prison dorée et à tes notions de 12-15 heures, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'entreprendre en étant passionné. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on entreprenne avec un truc au fond de soi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ton métier n'est pas obligé d'être une passion au quotidien. Par exemple, moi, tu vois, je fais de l'accompagnement d'entreprise. Il y a eu une étape dans ma vie où ma passion vraiment ultime, je passais des heures à faire ça, c'était la broderie. J'ai pas monté un business de broderie, tu vois. Donc, je dirais que des fois, tu peux dissocier passion et activité professionnelle, tu vois. C'est pas un souci. Mais par contre, il faut quand même que tu aies un truc qui t'anime dans le fond. Moi, par exemple, tu vois, je pense pas être née avec une passion d'accompagner des projets business. Je pense que c'est des choses que j'ai acquises, mais c'est un truc qui foncièrement alimente quelque chose en moi, d'aider les gens, d'accompagner, de permettre de voir plus clair. Tout ça, c'est des choses, je pense, qui sont très innées en moi, d'essayer de synthétiser, faire comprendre aux gens, etc. Et donc, en ça, je pense que par contre, ça, c'est essentiel. Et ça rejoint, il y a des statistiques qui disent qui ont prouvé que pour les salariés, alors ça n'a jamais été prouvé pour l'entrepreneuriat, mais ça pourrait valoir le coup de mener des études là-dessus, s'il y a des gens qui font des enquêtes qui nous écoutent. Euh, il y a Ils ont prouvé qu'en fait, l'argent n'était pas vecteur de motivation pour les salariés. Ça veut dire qu'en fait, au-delà d'un certain seuil, les salariés, tu peux les payer toujours plus cher, ils ne seront pas plus motivés. Et ça, pour moi, ça rejoint ce qu'on disait, que pour moi, non, si ton seul leitmotiv, c'est gagner de l'argent, ça ne va pas t'aider dans ton business et ça ne doit pas, je pense, aussi être ton seul levier de motivation parce que, bah, comme tu disais, on a tendance à mener plein de choses de front et on est toujours relié à une vision profonde, en fait. Toi, par exemple, tu as plein de projets différents, mais il y a une vision commune, en fait. Et bah, moi aussi, et bon, plein d'autres entrepreneurs aussi. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher, je pense. C'est important, je trouve, quand tu évoques cette notion de passion et de hobby, parce que c'est vrai que généralement on part du principe que ou si ça marche pas parce que c'est pas fait pour nous, et du coup on va s'obstiner, on va se dire oui mais est-ce que c'est réellement moi, etc. Et le fait, tu vois, de distinguer les deux notions, je trouve que c'est hyper important, c'est limite en fait fondamental, parce que moi dans mon business, tout ne me passionne pas. Vous dire que tout est incroyable, ça serait clairement vous mentir. Ouais, il y a des tâches, franchement, je me dis à chaque fois, mais pourquoi je fais ça? Putain, ça me saoule, mais il faut le faire. Et donc, tout ne va pas vous passionner. Et c'est pas dès que ça va arrêter de vous passionner, vous allez vous dire, putain, mais au final, je suis en train de m'obstiner, j'abandonne. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant, cette notion que tu as évoquée de persévérance à l'inverse d'obstination. Parce que c'est pas juste abandonner à la première difficulté qui se présente à vous, parce que sinon, vous n'avez pas fini. Je vous le dis, vous allez abandonner tous les jours. Parce que tous les jours, vous allez avoir des défis. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de comprendre réellement ce qu'on ressent à l'intérieur et comment est-ce que notre corps et notre tête vont réagir par rapport à tout ce qu'on va mettre en place. Et c'est vrai qu'on le sait toutes les deux. Alors, on n'est pas là pour dépeindre quand même un tableau assez négatif de l'entrepreneuriat, malgré qu'il y ait des très, très, très bons côtés et il y ait des côtés qui soient plus difficiles à gérer. Mais ça reste quand même assez difficile comme ça sur le terrain. Quelles sont les erreurs, selon toi, qu'il faut réellement éviter, qui vont compliquer ton processus de business, qui vont te faire des nœuds au cerveau pour rien, parce qu'on a tendance aussi à complexifier le truc pour pas grand-chose au final. Quelles sont, selon toi, je dirais, la plus grande erreur ou les top 3 comme tu préfères, des éléments vraiment que tu te dis, arrêtez de faire ça tout de suite, quoi. Ben, il y en a une qui est hyper essentielle et qui va du coup découler de plein de petites choses. Mais enfin, plus je te parle, elle me paraît évidente. D'autant plus s'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent parce que dans l'entrepreneuriat au féminin, c'est d'autant plus poussé. Et j'imagine que tu as pas mal de femmes notamment qui doivent t'écouter. Ouais. Ben, je dirais
attendre trop de cadrer les choses, que tout soit parfait, etc. Parce qu'en fait, un business, c'est jamais, jamais fini. C'est toujours en développement, toujours en croissance. Et surtout que, en fait, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à peaufiner une idée de projet ou peaufiner une offre, on s'en fiche. Enfin, peaufiner le projet la manière la plus poussée possible avant de le sortir et de le montrer à l'audience, à leurs prospects et à leurs clients. Alors qu'en fait, je pense que c'est la base enfin, c'est vraiment l'erreur de base. Il vaut mieux co-construire tout au long du parcours plutôt que d'attendre de tout développer pour montrer. C'est des choses qu'on retrouve, la méthode, ça s'appelle la méthode Learn. C'est très adapté pour du produit, c'est très, les MVP, tout ça, si vous connaissez pas, allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez voir. En fait, c'est des méthodes où en gros, tu réfléchis à la façon la plus simple de proposer ton service à ton audience ou ton produit, on s'en fiche. Tu testes avec le client, tu attends les retours et t'améliores. Et en fait, tu construis les choses comme ça. Et je pense que dans le service, c'est très peu appliqué. Pour Mhm. moi, ça paraît quand même essentiel, même pour moi qui suis accompagnante et qui du coup aide les gens à structurer. En fait, il y a plein de fois, tu vois, par exemple, c'est pour ça que je dissocie création et développement. C'est parce qu'en création, en gros, on va euh, essayer d'éditer une cible, on va aller quand même la questionner un peu pour la comprendre, et on va éditer une cible et on va se dire, ok, cette cible, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de ça, ok, on lance ça. Et tant dans le fond que dans la forme, on fait des hypothèses en fait. Donc après, ton offre, elle a besoin de rencontrer son audience. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes clients. En fait, moi, je t'aide à gagner du temps en termes de structure, mais il va falloir quand même tester. Enfin, ça, c'est une obligation. Alors qu'en développement, tu as déjà une bonne connaissance de quelle est ta cible. Et en fait, tu peux vraiment proposer quelque chose de plus complet et d'un peu plus poussé. Et bon, après, tu as aussi l'expérience qui va t'aider. Mais je te dirais que ouais, c'est clairement ce truc-là de tout le temps attendre que tout soit parfait. Ça, vraiment, c'est un vrai problème. Et parfois, même les gens se rendent pas compte, j'ai l'impression. Tu sais, moi, je vois très souvent quand je partage ce genre de réflexion-là, arrête d'attendre que tout soit parfait. Il y a plein de gens qui disent, bah ouais, et tout, faut pas attendre que tout soit parfait. Mais même eux, ils attendent beaucoup de choses. Tu vois, ils attendent de vraiment cadrer avant de lancer des choses. Donc vraiment, soyez toujours en co-construction avec les gens qui vous écoutent et qui vous suivent et qui sont vos anciens clients ou vos futurs clients, parce que c'est vraiment eux qui vont vous aider et restez pas dans votre tête. Tout seul, on peut pas réfléchir à ce que les autres ont besoin. Bah, je peux pas être plus alignée qu'avec toi, puisque bah, c'est vrai qu'en création de contenu, on a tendance à se dire, alors je vais Ouais. faire ci, je vais faire ça, on pose la stratégie, on pose tout. Alors sur le papier, c'est génial, hein, sur le papier, ça a l'air très très beau. Mais par contre, du coup, après, le passage à l'action, il dure 2 jours et après, on se rend même pas compte si la stratégie fonctionne réellement ou pas. Parce que justement, ou on n'a pas obtenu les résultats qu'on escomptait, ou la qualité n'était pas forcément au rendez-vous et du coup, on n'aime pas. Mais il faut partir du principe qu'on va évoluer justement en faisant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon business aujourd'hui, il a 5 ans, mais il y a 5 ans, ça ressemblait pas à ça. Et mon premier article de blog, il y a 7 ans, mais je vous invite même pas à aller le voir parce que c'est pas possible. Même moi, je me demande comment c'est possible d'avoir publié quelque chose comme ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, je suis d'accord avec toi de dire que, en fait, on évolue en même temps que nos projets, on évolue en même temps que nos business, et c'est normal, en fait, que ce soit pas directement parfait. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme vision de dire, bah, même si c'est pas parfait, ben on va le faire et on va le construire limite ensemble. Et limite, en fait, j'ai envie de te dire, c'est même bénéfique parce que au-delà de se dire, je vais créer un truc parfait, on crée un truc avec le client. Et du coup, en fait, on est presque limite sûr que ça va lui plaire. Donc, en Ben, fait, c'est ça. c'est une stratégie qui, sur les deux pans, va fonctionner. Et par contre, en t'entendant parler, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais le seul truc qui va vous aider, c'est aussi d'avoir des données à analyser. Donc toi, bon, tu as tous les KPI. Et moi, je vous dirais, faites des bilans. Parce que c'est très difficile de demander des feedbacks à vos clients, etc. Mais prenez un vrai temps pour les prendre en considération et améliorer vos services. Ça, c'est hyper important et je trouve que c'est hyper négligé. Mais vraiment, prenez le temps de faire des bilans pour prendre les choses de haut parce qu'on est tellement dans nos quotidiens tout le temps qu'on peut pas. On peut pas être dedans, dehors, on peut pas être partout. Mais surtout que j'aime bien, en fait, cette vision que tu as d'analyser et de comprendre. Mais si je peux vous donner juste une recommandation quand vous allez chercher les informations, sachez réellement l'objectif de ça. Oui. Parce que et souvent, on me dit, oui, mais moi, je vais voir mes stats, je vais voir les trucs et je comprends pas comment faire. Et du coup, la première question que je demande, c'est, OK, tu allé rechercher les informations, mais quel était l'objectif de fond? Est-ce que c'était un objectif de visibilité? Et là, du coup, tu vas regarder certaines données. Est-ce que c'était une stratégie de fidélisation? Du coup, tu vas regarder autre chose. Il y a vraiment ici une idée aussi d'objectif pour vraiment aligner au maximum et être sûr d'évoluer vers la bonne direction. Euh,
En partant du compte de ce constat-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte entrepreneuriat un petit peu particulier, sans compter, enfin, sans parler de toutes les crises qu'on est aujourd'hui en train de faire face. Bref. Du coup, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent ressentir certaines pressions financières, qui peuvent ressentir certaines difficultés. Et on voit de plus en plus d'entrepreneurs aujourd'hui revenir ou à un salariat et avoir du coup l'entrepreneuriat comme un side project ou diviser leur temps et faire du part-time, mais du coup de revenir à ce format du coup de salariat qui peut souvent être considéré comme un échec. Moi, je l'ai déjà entendu. J'ai dû reprendre quelque chose parce que ben, j'étais obligée d'assurer mes revenus. J'ai échoué, j'ai pas réussi à développer mon projet. Comment est-ce qu'on y fait face? Et toi, aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que tu m'as bien indiqué que pour toi, ce sont deux mondes complètement différents que l'on ne peut absolument pas du tout comparer. Mais du coup, comment on y fait face quand on est dans cette situation-là? Euh, oui, du coup, pour répondre à ta question, pour moi, c'est deux choses différentes qui sont pas comparables. Pour moi, c'est des formes de travail. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont différentes et elles correspondent à des besoins différents. Il y a des gens, toute leur vie, ils restent à deux tafs, hein, voilà. Un business et un côté plus salarial. Et ça leur va très bien et grand bien leur face. Vraiment, c'est très bien pour eux, quoi. En fait, tant que ça te va, c'est OK. Et je pense que, du coup, je te dirais que la première chose à faire, si tu as l'obligation de reprendre un job à côté, c'est du coup de déculpabiliser. En fait, arrête d'écouter les gens qui te disent quitte ton job pour devenir indépendant, on n'est plus de patron au-dessus de toi, etc. Parce que ça va faire écho à ce qu'on vient de dire juste avant. Mais si tu entreprends pour gagner de l'argent et si c'est ta seule motivation, tu risques quand même d'écourter ton projet business. Mais pour moi, si tu entreprends pour juste pas avoir de patron, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, déculpabilise. L'entrepreneuriat, c'est pas au-dessus du salariat. Donc, ça, c'est vraiment mon premier conseil. Second conseil que je donnerais, c'est plutôt de redéfinir la place. Et c'est hyper intéressant ce que tu disais, la différence entre un side business ou vraiment dissocier les deux. Mhm. Parce que tu veux quand même qu'ils gardent une place importante. Moi, vois tout le temps, ce que je dis souvent, parce que moi, j'ai des clients qui, quand ils arrivent à moi, bah, ils ont déjà repris un job ou ils sont en train de le refaire en même temps, ou bah, des fois, on fait l'accompagnement et à la fin de l'accompagnement, voilà, il s'avère que les finances, bon, pour l'instant, sont au point mort. Donc, je leur dis, le temps de voir passer l'orage. Et en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Si tu prends un job alimentaire, parce que ton business, tu veux vraiment le développer, mais c'est juste que là, financièrement, il y a besoin de trésor, quoi, pour ta vie à toi. Eh ben, dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de voir ce job comme un orage qui passe et de bien réorganiser ton temps pour accorder du temps à tout. Bien entendu, ton business ne pourra pas se développer comme quand tu étais full dessus, mais voilà, tu réorganises. Et ça, c'est une vision des choses. Et après, tu as la vision side project, qui est vraiment, du coup, pour moi, un truc qui me fait kiffer à côté. Voilà, moi, je l'entends comme ça, le side project. Et dans ce cas-là, ben, du coup, tu lui redonnes une toute nouvelle place, hein, qui est plus du tout la même que tout le temps que je lui consacre. Mhm. Enfin, tout mon temps de travail, je le consacre à mon entreprise. Là, c'est vraiment un projet à côté. Et dans ce cas-là, je te conseille de te lâcher d'autant plus la grappe que c'est vraiment que du kiff. Donc, va que sur des projets de kiff. Peut-être revois un peu toute ta strate en disant, OK, bah, je prends plus que ce type de projet-là, par exemple, parce que c'est vraiment que les projets qui me font kiffer et que pour le temps que j'y accorde, voilà, je me mets que là-dessus, quoi. Et vraiment le redéfinir toute une place. Mais dans tout cas, c'est ce que je conseillerais, ouais, c'est vraiment de voir en termes de vision où tu veux le positionner et en fonction d'accorder du temps correctement, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont tu vois après le projet d'entrepreneur que tu vas avoir à côté. Parce que tu le dis, du coup, dans ces cas-là, tu fais que des trucs que tu kiffes. Tu acceptes Ouais, que des clients avec lesquels tu vas prendre du plaisir à travailler parce que bah, ça sera en fait que du bonus presque. Et c'est limite, en fait, j'ai envie de te dire, cette vision-là qu'on devrait garder dans le fond, ouais. l'entrepreneuriat. D'avoir vraiment un projet qui nous parle, qui nous fait vibrer, qu'on kiffe. Et en fait, c'est de là, hein, si tu t'obstines et que tu ressens que tu n'es plus du tout aligné au niveau mindset, au niveau du corps, que tu es angoissé, que tu n'as pas envie, bah là, ça sert à rien de forcer et ça sera en rien un échec. Vraiment, je trouve que c'est hyper important, en fait, la manière dont tu apportes les choses, de dire, bah, au final, c'est juste une autre porte qui s'ouvre. Il y a un dicton en portugais qui dit quand la porte se ferme, et ben, on passe par la fenêtre. Ben, là, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas une approche qui va fonctionner pour vous, il y en a forcément une autre. Donc, je trouve que Oui, oui. c'est hyper pertinent et hyper stratégique la manière dont tu vois les choses. Aujourd'hui, imaginons du coup, soit une personne qui nous écoute veut se lancer ou elle veut développer son projet. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu accompagnes du coup les entrepreneurs et les indépendants à se développer?
comment, si on veut travailler avec toi aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, ça dépend du stade. Si du coup la personne a une idée, je pense qu'elle sait qu'il y a plusieurs types, si elle s'est renseignée, il y a plusieurs types d'accompagnement. Moi, j'accompagne pas à la structuration de l'idée. Je pars du principe que moi, je pars avec des personnes qui savent concrètement ce qu'ils veulent quand même à peu près proposer. Je te donne un exemple concret, mais comme ça, peut-être ça parlera aussi un peu plus. Par exemple, j'accompagne pas des gens qui me disent, moi, je vais être dans la communication. Voilà, ça Mhm. veut rien dire pour moi. Non, déjà creuse, peut-être interroge des gens qui font divers métiers dans la communication, parce que voilà, ça veut rien dire. Voilà, moi j'accompagne quelqu'un qui va me dire, moi je vais être web designer par exemple, tu vois. Je veux vraiment faire que du web design. Ok, voilà, déjà on a un truc plus palpable. Et moi, mon métier, dans mon jargon, ça s'appelle élaborer des business plans, mais c'est tellement pas sexy encore une fois que du coup, je suis copilote de freelance, mais en fait, oui, on fait toutes les étapes d'un business plan. Donc ça part de l'humain, parce que c'est très important, et j'aimerais juste revenir là-dessus avant de développer, parce que il y a un truc qui est très souvent oublié, c'est que en fait, si tu n'es pas là, toi, en tant qu'humain, ton business n'existe pas. Mm. Tu meurs instantanément quand tu es indépendant. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter et comme tu dis, en fait, des fois, tu as développé tout un pan. Enfin, en gros, tu as suivi un chemin. Bah, c'est comme si tu avais suivi le chemin de la porte se ferme. Bon, bah, passe par la fenêtre. Il faut choisir un autre chemin. Voilà, en fait, c'est parfois, si on s'écoute pas, on s'obstine à faire des trucs. Et le burn-out en entrepreneuriat, ça existe. Ou même des gens qui s'ennuient, hein, ça existe aussi en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment hyper important de s'écouter. C'est la base de tout. Donc, moi, je ne fais pas du coaching, hein, je ne suis pas du tout coach. Je le conseille parfois pour certains qui ont besoin un peu de faire la passation entre le passé et aujourd'hui l'entrepreneuriat. Donc, l'humain, c'est le plus important. Les valeurs, du coup, qui en ressortent, etc., c'est ça qui est important dans son business, savoir d'où on part, et les valeurs, la vision, etc. Et après, on découle, du coup, tout le business plan, hein, l'étude de marché, l'analyse de la demande, le ciblage, les offres. Moi, vu que je fais des indépendants, je fais aussi tout le calcul du TGM, etc. Voilà, pour qu'ils comprennent leur temps de travail, combien il vaut. Ensuite, on fait du coup prévisionnel, stratégie de prospection, vente, etc. Ok. L'idée, c'est qu'ils soient vraiment autonomes, quoi. Voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de notre épisode. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir du coup les réseaux sociaux de Lucille, mais également du coup ses offres comme ça. Au moins, vous serez pris entre de bonnes mains pour développer votre projet et être sûr de performer. Merci beaucoup. En tout cas, Lucille, c'est un énorme plaisir de t'accueillir au sein de la But First Academy. Et je te dis du coup à très bientôt. Merci Marine, c'était très très chouette et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt.